Pour révéler le meilleur de nous-mêmes et sortir de notre zone de confort pour atteindre nos objectifs, il faut d'abord donner à notre corps et notre esprit les bons outils. Et c'est la mission de la marque Skin Good Garden que j'ai eu le plaisir de découvrir il y a quelques semaines. Meilleur sommeil, cheveux plus volumineux, teint frais et éclatant. Chaque produit répond à un réel besoin. Parce que pour ma part, les périodes d'angoisse passagère entre les aléas de l'expat et mes missions freelance ont un réel impact sur ma peau, je combine depuis quelques jours une gélule de Pure Skin Seeds pour une peau nette et une gélule Glow Skin Seeds pour un teint éclatant. En attendant de vous donner mon verdict après la cure de 2 mois, je suis ravie de vous offrir moins 30% sur tout le site avec le code LALEA30 pour que vous testiez à votre tour ces produits 100% vegan, sans gluten et sans allergènes. Bonne découverte! Bonjour, je suis Laura Pouliken, créatrice de contenu freelance et je vous souhaite la bienvenue sur l'ALEA, le podcast qui parle du risque. J'ai créé ce podcast pour montrer que la prise de risque est bénéfique à bien des niveaux. Pour le prouver, j'invite des hommes et des femmes qui sont sortis de leur zone de confort dans des circonstances variées. Si le challenge, le développement personnel ou tout simplement les parcours inspirants vous plaisent, vous aimerez ce podcast. Pour me soutenir, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ou à en parler autour de vous, à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes, et enfin à me rejoindre sur le compte Instagram lalea.media. Cela m'aidera à faire connaître le podcast au plus grand nombre et à renforcer la communauté d'audacieux autour du podcast. Aujourd'hui, je reçois sur le podcast Cindy, créatrice du blog et de la chaîne YouTube The World of Sisters. Avec Cindy, nous avons parlé de sa sortie de zone de confort pour se lancer à plein temps sur YouTube à une époque où le métier d'influenceuse n'en était qu'à ses débuts, et de ses secrets pour continuer à vivre de sa passion. 3 leçons à retenir de cet épisode. Écouter son instinct dans sa vie professionnelle ou personnelle, rester authentique et fidèle à ses valeurs, ne pas lâcher et surtout être régulier lorsque l'on croit très fort en son projet. Bonjour Cindy. Bonjour Laura. Je suis ravie aujourd'hui de t'interviewer dans le cadre de mon podcast l'ALEA. Sur ton compte Instagram, donc tu partages beaucoup. Tu as partagé le 1er août la photo d'un livre et tu mets comme citation « La vie est un risque. Si tu ne prends pas de risque, tu n'as pas vécu. C'est ce qui donne un goût de champagne. » Qu'est-ce que tu as voulu dire ? Je pense que ça résume vraiment un petit peu tout ça. C'est-à-dire que je pense que si tu te laisses aller... J'ai l'impression qu'en fait, on est un petit peu quand même dans une génération où la vie est un peu toute tracée. Il faut être propriétaire, il faut avoir un mari, il faut avoir des enfants, etc. Et je trouve que du coup, ça manque un peu de piment, en tout cas de mon point de vue personnel. Et je pense que c'est important des fois d'aller un petit peu en dehors des sentiers battus pour apporter un petit peu de piquant et changer un petit peu le cours de sa vie. Je trouve que c'est plus intéressant. Ouais, c'est ce que tu as fait tout le long de ton parcours et d'ailleurs on va y revenir. Mais d'abord, donc pour ceux qui ne te connaîtraient pas et qui écouteraient ce podcast aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Cindy. Sur les réseaux sociaux, je suis The World of Sisters, donc je suis créatrice de contenu. C'est-à-dire que je crée du contenu, que ce soit pour YouTube, de la vidéo, ou alors des photos pour Instagram, etc. Je suis originaire du nord de la France à la base, mais ensuite j'ai vécu 10 ans à Toulouse, j'ai bougé un petit peu par-ci par-là, je suis partie à Londres pendant quelques années, maintenant je suis à Barcelone. Et voilà, je crois que ça résume un petit peu. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est donc on te connaît vraiment via YouTube, mais j'aimerais bien savoir, en fait, quel genre de petite fille tu étais et quels étaient tes rêves. Quel genre de petite fille j'étais ? J'étais une petite fille qui n'avait pas forcément beaucoup confiance en elle. J'avoue que pendant longtemps, je me suis demandé un petit peu, j'avais un peu peur de l'avenir au final, parce que je voyais pas trop comment
Tu sais, je voyais pas comment je pourrais être plus tard, je m'imaginais pas forcément. Du coup, j'étais un petit peu anxieuse par rapport à ça, je pense. Mes rêves, à la base, j'ai toujours été attirée par l'immobilier. Donc moi, j'avais en tête plus tard, pourquoi pas, d'être agent immobilier, quelque chose comme ça, de faire un peu dans cette optique-là. Mais très loin du coup de ce que je fais actuellement. Mais ouais, c'est vrai que c'était un peu compliqué quand j'étais plus jeune parce que j'avais vraiment du mal à voir un petit peu comment se passerait un peu mon futur. Et du coup, donc tu savais pas trop ce que tu voulais faire. Et donc, tu as fait un BEP, tu as fait un bac pro et un BTS. Comment tu as choisi finalement ton orientation? Quand je suis partie en BEP, je n'ai pas vraiment choisi mon orientation. C'est simplement que j'étais un peu dissipée, on va dire, quand j'étais au collège et j'ai pas eu le choix finalement. J'aurais préféré partir en général, comme même la plupart de mes amis. Ils sont tous partis en classe générale et j'avais pas forcément le niveau à ce moment-là. Parce que je pensais plus à m'amuser au final qu'à travailler. Donc finalement, la conseillère d'orientation m'a dit on va aller faire un BEP VAM, donc dans la vente, quelque chose de classique. Comme j'avais dit que j'aimais bien l'immobilier, c'était un petit peu le chemin à suivre, même si au final, pas tellement. Et donc voilà, c'était un petit peu la voie de secours, on va dire. Donc c'est vrai qu'à l'époque, on avait le BEP VAM. Après, j'ai fait un bac pro. Je crois que maintenant, le BEP n'existe pas, il me semble. Il n'existe plus. Euh, du coup, maintenant, c'est le bac en 3 ans, alors que moi, je l'ai fait du coup 2 ans de BEP, 2 ans de bac, et après BTS NRC, toujours dans cette optique de faire de l'immobilier. Et moi, ça m'a interpellée quand on a préparé cette interview. Tu m'as dit que tu avais suivi donc des cours par correspondance. Comment ça s'est passé et d'où venait cette décision qui finalement t'a appris à un peu la liberté? En fait, les études par correspondance, à la base, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Moi, j'étais vraiment dans une optique de cursus scolaire totalement classique. Et en fait, à cette période, j'étais plus dans le nord de la France, j'étais partie dans le sud de la France pour rejoindre mon copain, dans une petite ville qui s'appelait Montauban. Et en fait, quand j'ai passé mon BEP, il fallait donc que je fasse un bac pro. Et dans cette ville, il n'y avait que le bac pro commerce. Sauf que moi, je voulais faire un bac pro vente, parce qu'avec un bac pro commerce, tu ne pouvais pas faire de l'immobilier. Et bac pro commerce, c'était plus merchandising dans les magasins, etc. Et c'était pas du tout ce qui m'intéressait. Et j'avais pas la possibilité d'aller dans une grande ville pour pouvoir faire ce bac pro vente. Donc j'ai cherché à faire de l'alternance. Donc j'ai contacté toutes les agences immobilières pour pouvoir faire une alternance en bac pro vente, mais j'ai eu que des refus. On est arrivé à peu près en novembre, donc l'année scolaire avait déjà commencé, j'avais toujours pas d'entreprise et je me suis dit, bah écoute, on va tester, enfin plutôt que de faire une année blanche, on va faire une année avec le CNED. J'étais tombée dessus un peu par hasard. Je m'étais dit comme ça, j'aurais pas perdu une année et voilà. Sauf que cette année test a été un peu l'année de la révélation. J'ai vraiment adoré finalement. Je me voyais plus du tout aller en cours. Enfin, j'ai vraiment trouvé mon équilibre en fait dans cette méthode de travail parce que comme tu le disais, ça demande beaucoup d'organisation, mais c'est beaucoup aussi se faire confiance et aller à son rythme. Et j'avais l'impression de perdre un temps phénoménal quand j'étais en cours avec les autres de ma classe, etc. C'est vrai que, enfin déjà j'ai toujours été un peu plus âgée parce que j'ai redoublé quand j'étais plus jeune. Je suis de début d'année, donc forcément. Enfin, des fois, j'avais 2 ans d'écart avec ceux de ma classe et 2 ans d'écart quand t'as 16 ans, ça se ressent. C'est pour ça aussi que j'ai toujours eu un peu de mal avec l'école parce que j'avais l'impression de perdre mon temps c'était compliqué. Honnêtement, c'était compliqué. Et quand j'ai fait le CNED, c'était vraiment à mon rythme et j'ai trouvé ça génial, quoi. J'avais l'impression qu'en 2 heures de cours avec le CNED, c'est comme si j'avais passé une semaine en classe, voire plus, quoi. Donc, euh, donc voilà, ça m'a appris beaucoup de choses. Ouais. Ça m'a appris l'organisation, ça m'a appris être un peu plus rigoureuse, etc. Et au final, j'ai eu envie de continuer les études du coup quand j'ai commencé les études par correspondance. Et au niveau de tes copines, des amis, c'était une préoccupation de pas spécialement en avoir, en tout cas à l'école, ou non, tu étais vraiment très heureuse comme ça et tu te posais pas la question? Donc comme je le disais, je suis originaire du nord de la France et j'avais toutes mes copines, les copines du collège, de la primaire, d'enfance quoi, qui sont restées dans le nord de la France, mais je suis partie dans le sud pour rejoindre mon copain. Et à ce moment-là, forcément, j'avais plus forcément
de copines, etc. J'avais toujours mes copines à distance au final. Donc quand j'ai repris mes cours par correspondance, finalement c'était la même chose. Tu vois, on gardait le contact à distance et puis au final, le fait de faire mes cours à distance, j'avais la possibilité de remonter plus souvent aussi dans le nord de la France, donc c'était pas mal. Et en fait, c'est hyper encourageant de se dire, bah finalement, voilà, des gens comme toi qui ont fait des cours par correspondance et qui ont raccroché avec l'école. Et en fait, il suffit juste de changer parfois la façon de faire. Enfin, c'est tout bête, mais on n'y pense pas forcément. Et à ce moment-là, toi, comment tu voyais l'avenir ? Quand je faisais mes études encore, il y a eu les débuts de YouTube, etc. C'était ma sœur surtout qui était dessus en fait. Et du coup, qui m'en parlait, elle m'ont montré des vidéos, des trucs, c'est sympa et tout. Et c'est vrai que je m'y intéressais, mais à l'époque, c'était il y a plus de 10 ans. C'était vraiment juste comme ça, quoi. Enfin, personne n'en vivait, c'était juste, oui, c'est sympa, quoi. Comme on regarde les blogs. Sauf que de fil en aiguille, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Alors j'ai commencé à poster des petites photos de mes maquillages et tout ça. C'était sur Facebook à l'époque. Et petit à petit, c'est vrai que j'ai toujours été passionnée aussi par tout ce qui était la technologie. Enfin, genre quand j'avais 13-14 ans, je m'amusais sur Photoshop déjà. Et donc du coup, c'était un univers qui m'a de suite attirée, en fait, tout ce qui était montage et tout ça. J'ai tout de suite bien accroché. Il y avait beaucoup de concours qui se faisaient, des concours maquillage où il fallait faire le plus beau make-up et tu pouvais gagner un petit lot. Et donc j'ai commencé un petit peu comme ça en fait, à participer à des concours. Et puis de fil en aiguille, vu que j'avais pas mal de retours, des gens qui aimaient beaucoup ce que je faisais. Donc je me suis dit pourquoi pas faire ma propre chaîne avec ma sœur. Du coup, on l'a fait ensemble parce que c'est elle qui m'avait mis un petit peu le pied à l'étrier au tout début, quoi. Donc on se voyait pas du tout faire ça chacune de notre côté. C'était un petit peu aussi pour nous retrouver parce que elle était restée dans le nord de la France, moi j'étais à Toulouse et on se voyait pas très souvent, quoi, 2-3 fois par an. Donc ça permettait de garder un lien et d'avoir quelque chose comme ça en commun. Et donc, c'est à ce moment-là que vous avez ouvert votre chaîne. Est-ce que vous en parliez à vos proches ou c'était vraiment quelque chose que vous faisiez pour vous dans votre coin ? Ouais, on faisait plutôt ça dans notre coin. Après, nos proches étaient au courant, hein. Nos parents savaient ce qu'on faisait. Ils aimaient bien d'ailleurs regarder ce qu'on faisait, etc. J'avoue que moi, quand j'étais à Toulouse à ce moment-là, donc je vivais avec mon copain chez mon copain. Et j'osais pas trop montrer à mes beaux-parents et tout ça que je me filmais devant une caméra. C'était vraiment bizarre, quoi, pour l'époque. Donc j'osais pas trop, c'est vrai, mais après, ça a toujours bien été pris. Et je suis tombée, c'était drôle, sur une interview de toi et ta sœur. Franchement, c'était il y a longtemps, je me souviens plus de la date, je crois que c'était en 2014. Et j'ai découvert que vous preniez des pseudos à l'époque, Diose et Shay, ou Shay, je sais pas comment ça se prononce. J'ai 2 questions, comment vous les avez choisis et pourquoi ? C'est une très bonne question. Alors en fait, quand on a commencé, en fait, on a toujours été dans l'optique que c'était un plaisir, une passion. Et en fait, on a toujours voulu un peu dissocier vie privée et vie sur les réseaux sociaux. On savait quand même déjà que les réseaux sociaux pouvaient être parfois un peu malveillants, qu'il fallait faire attention, etc. C'est vrai qu'à l'époque, on n'en parlait pas trop, mais aujourd'hui un peu plus. Mais on était quand même déjà bien au courant de ça et on n'avait pas trop envie que les gens sachent vraiment qui on est. Et donc on s'était dit, on va se prendre des pseudos, comme ça sera voilà, Dios et Shay sur les réseaux sociaux, Cindy Cathy dans la vraie vie. Et pourquoi ces pseudos? C'était simplement les pseudos qu'on avait. Enfin, moi, c'était mon surnom de l'époque, quoi, du collège. Les filles m'appelaient Diosy, donc j'ai mis Dios. Et Shay, c'était son pseudo sur Skyblog, à Cathy. Et à ce moment-là, est-ce que vous aviez déjà une communauté qui vous suivait, qui était fidèle ? Ouais, du coup, la communauté, elle s'est fait quand même assez rapidement. En fait, c'est vrai que comme on était vraiment dans les débuts, il n'y avait pas beaucoup de vidéos en français sur YouTube, donc forcément, on ressortait quand même assez facilement. Et en fait, on a eu de la chance parce que on a commencé, en fait, on a créé la chaîne fin novembre 2010, il me semble. Et genre en janvier-février, on a été contacté par la marque Je mets Maybelline, qui a de suite trouvé que le filon influenceur était hyper intéressant. Et en fait, ils nous ont sélectionnés avec d'autres filles de l'époque pour venir à Paris. Donc, ils nous offraient tout le voyage, etc. Et on était dans un super hôtel, donc c'était juste incroyable pour nous. Enfin, on était dans un autre monde, quoi. Surtout, enfin, j'étais hyper jeune. Et c'était juste dingue, on pouvait venir avec nos copains et tout frais payé. Et ils nous ont offert une mallette en fait remplie de maquillage et tout ça. Et en fait du coup le fait déjà de pour la première fois en France
plusieurs influenceuses réunies dans un seul et même hôtel pour faire des masterclass et tout ça, bah, ça nous a forcément fait un gros push en avant et la communauté a vite augmenté à partir de ce moment-là. Ouais. Donc je faisais les études par correspondance et en même temps je faisais mes vidéos sur YouTube. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais du coup le temps justement pour créer mes petites vidéos, etc. C'était plutôt pas mal. L'optique est arrivée après en fait, quand j'ai terminé mes études. Donc j'ai fait un BTS NRC par correspondance. Et à la fin de mes études, je me suis inscrite, tu sais, sur des plateformes de recherche d'emploi, etc. Et j'ai de suite, vraiment, 3 jours après, j'ai été contactée par cette entreprise d'optique qui m'a proposé de passer un entretien et de travailler chez eux. Tu commençais un petit peu les partenariats YouTube, mais tu t'es pas imaginé une seule seconde, j'imagine, un jour pouvoir en vivre en fait. Ouais, c'est ça. Mais en fait, au tout début, on gagnait pas notre vie sur YouTube. Au tout début, les collaborations, c'était coucou Cindy, on t'envoie un rouge à lèvres. Contre le rouge à lèvres, tu nous fais une vidéo sur YouTube, tu vois. C'était donc. Et après, on gagnait un petit peu d'argent sur YouTube parce que en fait, sur YouTube. Avec les vues, avec les publicités que tu as sur YouTube, tu génères un petit peu d'argent, mais c'est vraiment très minime. Et ouais, non, clairement, au tout début, quand j'ai commencé mon métier dans l'optique, j'étais pas du tout dans une phase où j'allais en faire mon métier. Je voyais que ça commençait à prendre, etc., qu'il y avait des collaborations. Donc c'est vrai que tu as la fierté de travailler avec L'Oréal, etc. Mais je voyais pas forcément un grand avenir derrière. Qu'est-ce qui a fait un jour, donc tu t'es dit, ok, bon là, il y a un potentiel pour que j'en vive. Ouais, c'était franchement, c'était plus un cheminement. Déjà, j'étais dans l'entreprise en intérim. J'ai commencé en intérim, mais tous les ans, on me disait, Cindy, tu devrais postuler pour le CDI, tu peux l'avoir, etc. Mais je l'ai jamais fait parce que je voyais pas et ça augmentait de plus en plus sur les réseaux sociaux et du coup, je me suis jamais engagée vraiment dans le CDI. Donc, je suis restée pendant 3 ans en intérim. Parce que voilà, j'avais pas envie de m'engager dans l'entreprise, même si j'aimais beaucoup, etc., ce que je faisais. Parce que, je sais pas, je sentais que c'était pas ça et qu'il y avait quelque chose à faire derrière au niveau de l'influence. Et en fait, comment ça s'est passé exactement? C'est mon copain surtout qui m'a lancé un petit peu dedans, qui m'a dit bon bah maintenant on y va, parce qu'en fait on s'est dit qu'on allait partir à l'étranger. On devait partir à Bali à la base pour vivre à Bali et je m'étais dit bon bah ok comme ça j'arrête mon travail et je fais de l'influence à 100% à Bali. En plus je suis sûre que ça marchera super bien, les paysages et tout ça. Bali n'était pas très connu en plus à l'époque, c'était un petit peu exotique et tout, donc je m'étais dit allez banco quoi. Donc j'ai fait mon pot de départ dans la société et tout, vraiment dans cette optique, on part à Bali et tout. Et puis après au final, genre une semaine avant le départ, donc j'avais tout préparé, c'était en plein hiver en plus. J'ai acheté plus de pulls, j'ai acheté que des maillots de bain, tout ça. J'avais prévu ma boîte de foie gras pour le nouvel an. Enfin vraiment, c'était décidé. Et en fait, une semaine avant de partir, j'ai mon copain qui a eu une proposition, donc lui qui était dans l'immobilier, qui a eu une super proposition pour ouvrir son agence immobilière. Et du coup, on s'est dit, bah attends, c'est une super opportunité, donc on va la prendre et on va pas partir à Bali. Et du coup, du jour au lendemain, je me suis retrouvée sans ma société, enfin sans mon travail, parce que j'avais démissionné, et restée du coup à Toulouse. Et là, je me suis dit, mais comment je vais faire de l'influence du coup d'ici? Je voyais plus du tout les choses de la même manière. Je me suis dit, ça va peut-être pas marcher aussi bien, donc j'avais un peu peur. Et en même temps, je me suis dit, bah c'était peut-être le bon moment, quoi. Finalement, on va voir comment ça se passe. Quand je travaillais, je faisais des heures normales, quoi. Et donc, du coup, je pouvais faire mes vidéos que le week-end, quand j'avais un petit peu de temps, quand je finissais tôt, etc. Et du coup, je faisais toujours de l'influence. Enfin, j'étais toujours sur YouTube en train de faire mes vidéos, etc. Mais beaucoup moins. C'est vrai, quand je faisais mes études par correspondance, je faisais des vidéos toutes les semaines, enfin, hyper régulièrement. Quand j'ai commencé à retravailler, c'était plus une fois par mois. Donc, ça a commencé à réduire et ça m'embêtait un petit peu parce que je voyais que... d'un autre côté, les autres qui ont commencé en même temps que moi, elles continuaient à avoir un super rythme et du coup elles augmentaient super vite en nombre d'abonnés et moi un petit peu moins.
Donc je me suis dit, bon bah finalement, c'est peut-être pas plus mal que j'ai arrêté le travail parce que je vais peut-être pouvoir me consacrer un petit peu plus de temps vraiment là-dessus. Et t'avais des peurs à ce moment-là ou des appréhensions? Bah, comme tu le dis, c'est un nouveau métier, puis j'ai jamais été... on n'a pas été éduqués, tu sais, dans l'entrepreneuriat, etc., quoi. Pour mes parents, c'est tu fais des études, t'as un travail, un CDI, et puis voilà, tu vois, comme je te disais, une vie toute tracée, quoi. Tu deviens propriétaire, t'as un mari, un chien, et puis voilà. Et j'ai jamais, en fait, eu une optique différente de celle-ci. Donc à partir du moment où je me suis lancée, bah déjà, c'était hyper incertain parce que te lancer en tant qu'entrepreneur à faire des vidéos sur tes coiffures et sur ton make-up sur YouTube, franchement, enfin, c'était un peu fou, quoi. Donc ouais, non, franchement, j'ai toujours eu hyper peur. Après, ça va parce que j'avais cotisé un peu au chômage, au Pôle emploi, donc je savais quand même que j'avais cette sécurité. Si jamais j'y arrivais pas, dans tous les cas, j'avais les indemnités, enfin j'avais le Pôle emploi derrière. Donc je m'étais dit, si jamais bah, au bout d'un an, vraiment, je vois que j'arrive pas à avoir des revenus conséquents, bah, je repartirai dans un boulot normal. Mais en attendant, on va tester. C'est un peu ce que je me suis dit. Comment t'as appris finalement à mettre de la valeur sur ce que tu faisais? Honnêtement, on ne le savait pas du tout. On s'en rendait compte à partir du moment où on allait à des événements avec les blogueuses. En fait, pendant longtemps, quand il y avait des événements sur Paris avec des marques, etc., soit ils invitaient les youtubeuses, soit ils invitaient les blogueuses. Et à partir d'un moment, ils ont mélangé un peu les deux, youtubeuses et blogueuses. Et on a vu que les blogueuses avaient un petit cran d'avance sur nous et elles nous disaient que effectivement non ça c'est pas normal, il faut se faire payer, etc. Parce que clairement des fois je fais, enfin, pas de temps en temps, même très souvent, je faisais des posts, je faisais des vidéos, des placements de produits gratuitement, tout simplement parce que j'avais trop la fierté que la marque me contacte et que je trouvais le produit super et que ça me paraissait normal en fait d'en parler gratuitement parce qu'avant j'achetais les produits, maintenant je les achetais plus, tu vois, donc c'était déjà énorme. Et donc après, bon, j'ai compris. On a eu aussi, j'ai eu la chance d'avoir quelques formations. C'est chez Google directement, en fait, au tout début. Ouais, ils nous ont amenés directement dans les locaux pour qu'on se réunisse entre plusieurs youtubeuses et qu'on puisse discuter de tous les sujets. Donc est venu aussi le sujet de la rémunération. Et on a vu aussi que bah, y avait des blogueuses, youtubeuses qui se faisaient rémunérer des choses qu'on ne pensait pas possible de rémunérer, tu vois. Et donc c'est comme ça, petit à petit, qu'on a appris. Après, on a appris qu'il y en a qui se faisaient des grilles tarifaires. On s'est dit, ah, tiens, ça, c'est stylé. Avec ma soeur, on s'est dit, vas-y, on va se faire une grille tarifaire. La dernière fois, on est retombé sur une grille tarifaire d'il y a plusieurs années. On s'est dit, non, mais waouh, quoi. On est loin, quoi, maintenant. Et voilà. Et puis après aussi, avec les marques, on a vu que c'est des fois quand il y a une marque qui te contacte pour une collaboration, elle te dit j'ai tel budget. Donc à l'époque c'était ce budget. Quand tu vois qu'un mois après il y a une marque qui te propose une collaboration très similaire avec un budget doublé, bah tu te dis ah en fait ça vaut peut-être plus ça. Donc la prochaine fois je proposerai ça. Tu vois, c'est vraiment petit à petit, mais c'est hyper compliqué en vrai de savoir exactement combien tu vaux. En vrai c'est très compliqué. Même aujourd'hui, tu vois, je donne mes tarifs, je sais pas si ça vaut vraiment ce que ça vaut. Et aujourd'hui, donc, tu as 345 000 abonnés sur YouTube et plus de 100 000 personnes qui te suivent sur Instagram. Qu'est-ce qui a fait, selon toi, les secrets de ta réussite? Enfin, je dis ta réussite, mais la réussite avec ta sœur, bien sûr. Je pense qu'il y a un point qui est vraiment hyper important, c'est de rester naturel. Et c'est vrai que quand je demande aux gens, par exemple, comment ils me perçoivent, comment ils me voient, c'est souvent ça, c'est souvent ils disent que je suis douce, que je suis naturelle, que j'ai un peu mon univers à moi. Et je pense que c'est vraiment ça qui est important, c'est que j'ai pas essayé de faire ce qui marche, etc. Honnêtement, je l'ai fait pendant un temps parce que j'ai vu que bah, tu sais, quand tu commences avec les mêmes personnes, enfin avec d'autres influenceuses et qui montent d'un coup et que toi tu restes un petit peu en bas, tu te dis bah tiens, il faudrait peut-être que je fasse un peu comme elle. Sauf que je l'ai fait genre sur 2 vidéos et les vidéos me plaisaient pas du tout et j'ai vu que les retombées n'étaient pas ouf non plus. Et en fait, c'était pas moi. Donc c'est pour ça que ça marchait encore moins, quoi. Et je pense que le secret, c'est vraiment de rester soi-même et avoir une communauté qui te suit, c'est aussi avoir, tu sais, cette confiance en fait. Je pense que j'essaie toujours d'être hyper honnête avec ma communauté, même quand j'ai une collaboration avec une marque, s'il y a un truc qui me plaît pas, j'hésite pas à le dire et je sais que c'est pour ça aussi que ma communauté reste et apprécie mon contenu. Je pense que c'est vraiment ça. Et comment tu trouves l'inspiration aujourd'hui pour tes vidéos? Tu sais, on passe par
par des états d'âme, on passe par, tu vois, j'ai déménagé, je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo sur mon déménagement, j'ai mis la déco, on va faire une vidéo sur la déco, j'ai trouvé une nouvelle recette, bim, on fait une recette. C'est pour ça, en fait, c'est pour ça que, comme tu le disais, je fais vraiment tous les sujets, mais c'est vraiment ma vie, en fait. Des fois, je me pose des questions, ben, j'en fais une vidéo, c'est ça qui m'inspire, et j'avoue que j'ai un petit truc, en général, quasiment toutes mes vidéos, je les crée dans ma tête quand je suis en voiture. C'est hyper bizarre, mais je crois qu'en fait, quand t'es en voiture, c'est un peu, tu sais, quand t'es prêt à t'endormir, tu sais, t'es un petit peu dans un état où, enfin, je sais pas, c'est un peu particulier. Et quand je suis en voiture, moi, je mets pas de musique en voiture parce que, en plus, là, c'est la musique espagnole et je t'avoue que, voilà. Mais du coup, je mets pas de musique et je suis vraiment toute seule, moi, avec mes pensées. Et en général, c'est là où me viennent les vidéos. Et des fois, tu vois, je suis en voiture et je me fais des notes vocales avec genre la voix off que je vais pouvoir faire, etc. Et très souvent, ça me vient comme ça. C'est vraiment l'inspiration vient tout seul en fonction de mon quotidien. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des commentaires négatifs? Et si oui, comment tu les gères? Euh, Honnêtement, franchement, j'ai vraiment beaucoup de chance. Alors, je sais que tout le monde dit ça, j'ai une communauté en or, etc. Mais vraiment, j'ai très peu de commentaires négatifs et c'est vraiment une chance, je pense, parce que j'en ai eu. J'en ai eu, tu vois, plus quand j'étais sur Snapchat à un moment, quand j'ai eu la sortie de Snapchat, je m'y suis mise comme tout le monde. Et c'est vrai que j'ai découvert ce réseau et je me suis un peu plus dévoilée en fait sur ce réseau parce que c'est vrai que sur YouTube, tu sais, c'est des vidéos qui sont très cadrées, très mises en scène, très calculées au final. Et sur Snapchat, je montrais vraiment ma vie quotidienne. Donc des fois, tu vois, quand tu travailles à la maison, je pense que maintenant tout le monde le comprend, mais quand t'es chez toi toute la journée sur un ordinateur, bah, c'est pas trop grave si t'es en pyjama toute la journée, tu vois. Et à l'époque, ça m'arrivait quand j'étais sur Snapchat, du coup, de recevoir des messages. Oui, Cindy, franchement, c'est juste abusé. T'es en pyjama toute la journée. On a l'impression que tu fais rien de tes journées. Enfin, tu vois, c'était vraiment. Et je le prenais vraiment à cœur parce que pour le coup, je me disais, mais c'est vrai, elle a raison, tu vois. Et je le voyais pas comme ça. Je me disais, c'est vrai que je pourrais faire un peu plus attention à montrer. Enfin, et donc c'est vrai que c'était difficile, mais j'ai beaucoup de chance parce que j'ai ma sœur qui est là, j'ai mon copain qui est là, et en fait je peux me défouler sur eux un peu. Donc je leur envoie le message, et en fait tout ce que j'aimerais dire à la personne, je leur dis à eux, et ça me soulage, et au final ça passe. Et au final, franchement, j'arrive à bien prendre les choses. Après comme on dit, enfin il y a que la vérité qui blesse, et tu vois, c'est ce genre de message où je me disais, c'est vrai, elle a un peu raison, où ça me faisait du mal. Après, des fois, quand tu as des messages qui n'ont ni queue ni tête sur YouTube, tu te dis, bon, bah, la personne, elle s'est perdue, c'est pas ce qu'elle fait là, quoi. Et du coup, ça m'atteint pas du tout. Mais franchement, c'est très rare. C'est très, très rare. T'as jamais eu de moments de doute ou des moments où tu t'es dit que t'avais envie de faire autre chose? Bah, si, quand même, parce que tu vois, ça fait 10 ans que je suis dessus, j'ai évolué et des fois, en fait, il faut savoir faire évoluer sa chaîne en même temps que soi. Et des fois, j'ai pas toujours réussi à le faire. Des fois, j'avais l'impression d'être en décalage un peu avec le contenu que je faisais, ou en tout cas, j'avais l'impression de tourner en rond. J'avais l'impression, enfin, que ça me plaisait plus, que j'avais changé. Enfin, et du coup, après, c'est vrai que je me suis jamais dit, bon, bah, c'est bon, j'arrête. Mais je me suis souvent remise en question sur est-ce que ça me plaît toujours, est-ce que... Et du coup, en fait, ça me challenge parce que je me dis, bon, bah, vas-y, tu changes, tu fais quelque chose de nouveau qui va te plaire. Et tu vois, ça arrivait récemment. Là, c'est vrai que je faisais un petit peu moins de vidéos ces derniers temps parce que j'avais du mal à trouver l'inspiration. J'avais pas envie de refaire des vidéos que j'ai déjà fait. Ça me booste moins, tu vois, c'est de refaire des vidéos qui sont similaires et j'ai toujours besoin de changement. Et là, tu vois, c'est ce que j'ai fait là, la dernière vidéo que j'ai sortie. Je suis complètement sortie un petit peu de mon style habituel et j'ai adoré au final. J'ai adoré le tourner, j'ai adoré faire le montage et je le vois en plus que ma communauté est hyper réactive et contente aussi que j'arrive encore à me renouveler aujourd'hui. Donc ça va. Pour le moment, j'ai des coups de mou, mais jamais eu cette envie de me dire bon, allez, c'est bon, on arrête tout. Aujourd'hui, comment tu te définirais quand on te demande ce que tu fais? Tu dis que tu es influenceuse, tu dis que tu es youtubeuse, c'est toujours la grande question. Aujourd'hui, si tu dis t'es influenceuse, t'as de suite des préjugés. Ah, mais c'est un métier. Qu'est-ce que tu fais, quoi? Tu te filmes. Enfin, il y a beaucoup de préjugés derrière. Donc, honnêtement, je dis jamais que je suis influenceuse. Pour le coup, j'ai aucun problème, par contre, avec le mot d'influenceuse. Je sais que, comme tu le disais tout à l'heure, il y en a certaines qui aiment pas trop.
personnellement, j'ai pas vraiment de souci avec ça parce que j'en suis consciente. C'est vrai que quand je montre un produit ou quelque chose comme ça, forcément, j'influence comme quand ma copine ou ma sœur me dit ah, ce rouge à lèvres il est canon, bah oui, elle m'influence. Mais j'ai vraiment pas de souci avec ce mot. Mais je vais jamais dire que je suis influenceuse de métier parce que voilà. Mais non, en général, quand c'est vraiment des personnes qui sont extérieures, je dis que je travaille dans le digital, sur Internet, voilà. Si ça creuse, bah, je suis créatrice de contenu, je fais des vidéos. Et aujourd'hui, justement, comment tu gagnes ta vie du coup avec YouTube? Je sais que tu as fait une vidéo sur le sujet. Elles sont multiples. Bah, déjà, il faut savoir que j'ai The World of Sisters, donc YouTube, Instagram, les réseaux sociaux, mais j'ai aussi une agence de communication marketing à côté, donc c'est vrai que j'ai des revenus qui viennent un peu partout. Mais si on se focalise vraiment que sur le métier d'influenceuse, bah déjà, il y a la rémunération YouTube, mais il faut savoir que la rémunération YouTube, c'est vraiment, j'allais dire un tiers, mais même pas de la rémunération, parce que c'est vraiment peu. Mais ça, c'est dingue parce que tu vois, je crois que j'en parlais avec un ami qui est youtubeur il y a 3 jours et il me disait que, tu vois, par exemple, le podcast, c'est beaucoup plus rémunérateur que YouTube. Je pense que ça joue aussi par rapport à... Je sais pas, hein, je dis peut-être une bêtise, mais aujourd'hui, en fait, il y a tellement de créateurs de contenu sur YouTube que, tu sais, en fait, la rémunération sur YouTube, elle se fait avec la vente des publicités. Et en fait, ces publicités, elles sont vendues un peu comme aux enchères. Et donc forcément, un YouTuber qui fait des millions de vues et qui a un taux d'engagement hyper intéressant, les ventes aux enchères sur ses vidéos vont être beaucoup plus élevées que d'autres. Et en fait, ça se joue là-dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement de créateurs de contenu sur YouTube que bah, forcément, les enchères, elles sont plus basses. Tu vois, c'est un peu le jeu de l'offre et la demande. Alors que sur les podcasts, c'est quand même, comme tu le dis, un réseau qui est assez récent. Donc peut-être que bah, les enchères, elles sont quand même toujours un peu hautes. Je sais pas. Je pense que je le vois comme ça. Voilà, tu sais, les petits encarts qui arrivent sur ta vidéo, d'ailleurs, qui sont multipliés en ce moment parce que YouTube a très envie de faire vendre son abonnement premium là pour enlever la publicité. Donc c'est un peu pénible. Je pense que ça tue un petit peu YouTube malheureusement. Tu sais, maintenant, quand tu regardes une vidéo, il y a plein de pubs. Même si j'ai demandé à ce qu'on n'ait pas beaucoup de pubs, YouTube t'en met 3-4 dans une vidéo. Euh, Parce que maintenant, ils ont cet abonnement premium qui permet, donc tu payes, mais t'as plus de pub. Mais il faut que tu payes. Donc c'est un peu dommage, je pense que ça tue un peu le réseau, mais bon, c'est un autre sujet. Donc il y a ce système de rémunération et il y a aussi bah, tout ce qui est collaboration avec les marques. Donc placement de produits, vidéos dédiées, photos Instagram, story Instagram, Reels, tout ça a un coût et ça fait partie vraiment de ma rémunération principale. Il y a aussi l'affiliation, c'est vrai qu'on n'en parle pas. Quand une influenceuse te montre sa super veste qu'elle vient d'acheter ou qu'elle vient de recevoir, en général, elle te met un lien swipe up. Et très très souvent, 90% des cas, le lien swipe up en fait est un lien d'affiliation. Donc si toi après t'achètes cette veste en ayant cliqué sur le lien, elle récupère une commission. Qu'est-ce qui motivait et qu'est-ce qui motive aujourd'hui tes partenariats? C'est pareil en fait. Qu'est-ce qui motivait et motive aujourd'hui? Ça n'a pas changé. C'est vraiment. Bah déjà, il faut savoir que je reçois énormément de propositions de collaboration. D'ailleurs, c'est ma sœur maintenant qui s'en occupe parce que j'avais plus le temps pour faire tout ça. C'est tous les jours des dizaines et des dizaines de mails de propositions de collaboration. On en refuse une bonne partie. Et en général, les marques qui m'intéressent le plus, on en discute. Voilà, faut que le produit soit intéressant, faut que le projet soit intéressant, que je puisse aussi avoir ma patte. Et j'aime beaucoup parce que tu sais, quand on te propose une collaboration et qu'on te dit il faudra faire ça, dire ça, bah non, en fait, non, c'est dans ce cas, prends une actrice et fais une pub, quoi, mais pas moi. Et ouais, voilà, je pense que c'est ça. J'aime bien aussi parce que finalement, les collaborations, je sais que c'est vraiment parfois mal vu par la communauté, mais il faut savoir que ça nous challenge aussi beaucoup, ça nous aide à avoir un peu plus de créativité. Et quand tu as une marque qui te dit, bon bah voilà, j'ai tel produit, j'aimerais que tu fasses une vidéo, il faut qu'on arrive à trouver une idée autour du produit qui soit intéressant, etc. Donc ça me challenge aussi pas mal à trouver de nouvelles idées. Autre sortie de zone de confort, donc l'expatriation. Tu es partie à Londres et tu vis aujourd'hui à Barcelone. Pourquoi avoir décidé de t'expatrier? Pourquoi? Parce que j'ai toujours aimé le voyage, lui aussi. Je sais pas, en fait j'ai l'impression que ça a toujours été
une, une évidence finalement. Et au début, on s'est dit pourquoi pas à Londres parce que ça restait quand même assez proche et puis ça faisait une expérience. Et même moi, j'avoue que pour la communauté, enfin pour ce que je faisais sur les réseaux, je m'étais dit que ça pouvait être hyper intéressant aussi de montrer ce côté un peu londonien, etc. Mais ouais, je me rappelle plus honnêtement comment c'est arrivé, comment on s'est dit bon bah, on va faire ça. Mais je crois que ça a toujours été une évidence, tu vois, comme je te le disais, à la base on devait partir à Bali, ça s'est pas fait. On s'est dit bon ben pourquoi pas Londres, parce que du coup en fait mon copain a gardé son agence immobilière sur Toulouse et Londres ça faisait 2 heures en avion. S'il a besoin de faire des allers-retours c'était assez rapide et voilà. Et justement, bah, tu dis que toi, ça a été une source d'inspiration de voyager. T'as jamais eu peur par rapport à tes partenariats, voilà, que des marques peut-être puissent pas forcément travailler avec toi? Non, bah justement, tu vois, Londres, c'est pour ça, c'était un bon compromis, Londres, parce que il y avait le train. En 2 heures, j'étais à Paris, alors que là, tu vois, quand j'étais à Toulouse, et en plus à l'époque, je mettais 6 heures en train pour aller à Paris, limite. Donc en fait, ça me rapprochait. Ça me rapprochait bien et non, j'ai vraiment pas eu trop d'inquiétude de ce côté-là. Je partais pas non plus à l'autre bout du monde. Tu vois, quand j'avais l'optique de partir à Bali, forcément, je me posais un peu plus de questions. Je me disais, est-ce que vraiment je vais réussir à garder mes collaborations? Mais là, à Londres, non, je me suis pas posé de questions. Ouais. Qu'est-ce qui te ferait tout arrêter et changer de vie demain? C'est compliqué, hein, parce que je pense il y a des choses qui pourraient me faire diminuer. Mais vraiment tout arrêter, si j'arrêterai si je vois que mon contenu ne plaît plus. Parce que forcément, quand tu postes une vidéo, quand tu postes une photo, ce que tu attends en retour, bah, c'est que les gens apprécient ce que tu fais. Enfin, je fais vraiment ça pour le partage, quoi. Donc à partir du moment où j'apporte plus rien aux gens, je me dirais ça sert plus à rien de continuer en fait. Mais après non, je me suis déjà posé la question, tu vois, par exemple des enfants. Je sais que ma sœur, bah, au final, elle a complètement arrêté YouTube à partir du moment où elle a eu son premier enfant. Et mais je sais pas si vraiment j'arrêterai. Je pense pas parce que ça reste vraiment toujours une passion. Donc je pense que il n'y a pas beaucoup de choses qui feraient que j'arrêterai tout du jour au lendemain. Aujourd'hui, si tu devais recommencer, est-ce que tu changerais des choses? Si je devais recommencer, peut-être que je le ferais plus tôt, tu vois. Peut-être que j'aurais commencé directement. Quand j'ai arrêté mes études, j'aurais pu me lancer directement dans YouTube, dans l'influence. Et finalement, j'ai fait le choix, tu vois, de travailler à côté. Alors que toutes celles avec lesquelles j'avais commencé sont restées dedans. Après, je sais pas si vraiment c'est. Parce que au moins, j'ai quand même connu l'expérience du travail et je trouve que ça m'a bien aidé aussi. Donc, je suis pas sûre de changer quelque chose, en fait, vraiment. Hmm. Aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence dans ce métier, forcément. Il y a des nouvelles blogueuses, des nouvelles youtubeuses tout le temps. Est-ce que toi, tu as le sentiment de devoir prendre encore plus de risques et encore plus innover pour te démarquer? J'ai pas l'impression, honnêtement. Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, pour que ça marche et pour que tu conserves ta communauté, parce que c'est quand même ça le plus important, c'est vraiment de rester toi-même. Et tu vois, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure quand il y a eu cette période de YouTube où j'avais l'impression que les autres marchaient mieux que moi et que, du coup, je me suis dit, bon, bah attends, je vais essayer de faire un peu le même style, de faire la fille un petit peu extravagante, etc. Alors, ce que je ne suis pas du tout. Ça marchera et ça n'a pas du tout marché. Et je sais qu'aujourd'hui, je me vois pas forcément changer, non. Je pense pas qu'il faille faire quelque chose de fou pour que ça fonctionne. Je pense que tu vois, tu peux être dans un petit appartement, être passionné de poterie, et si tu te mets dans l'influence et que tu fais un truc canon autour de la poterie, ça marchera. Et pourtant, il n'y a rien de fou, tu vois ce que je veux dire. Donc, je pense qu'à partir du moment où tu es passionné et tu es toi-même, ça fonctionne. Aujourd'hui, c'est quoi tes projets? Déjà, j'aimerais continuer comme je le fais actuellement sur YouTube, essayer de toujours réussir à me renouveler, à aimer ce que je fais. Après, j'ai différents projets, mais c'est vrai que j'en ai pas encore trop parlé. Je travaille dessus depuis bientôt 1 an maintenant. Enfin, 1 an pour un projet, quelques mois pour un autre. J'aimerais créer ma marque. Alors, je vais pas dire une marque de quoi, mais quelque chose qui me ressemble en tout cas. J'aimerais que ça sorte. Normalement, ça devrait sortir cet été, mais je croise les doigts. Donc c'est pour ça. Je n'en parle pas trop parce que je sais pas encore exactement comment ça va évoluer. Ça sortira peut-être jamais d'ailleurs, donc on verra.
Et ensuite, comme je le disais rapidement tout à l'heure, c'est vrai que j'ai une agence de marketing digital. Donc en fait, aujourd'hui, je me mets moi aussi en relation des marques avec différents influenceurs. Donc je passe un petit peu de l'autre côté, tu vois, côté agence. Et j'ai pour projet aussi de faire évoluer cette agence d'une autre manière. Donc c'est un petit peu ça les projets. Et toujours aussi un petit peu d'immobilier. Ah oui, ça te quitte pas. On va finir par des petites questions que je pose toujours en fin de podcast. Ta plus grande peur? Je sais pas si vraiment j'ai une peur parce que je suis assez, j'ai envie de dire, je suis assez confiante et en même temps j'ai toujours peur de l'avenir au final parce que à partir du moment où tu es entrepreneur, tu sais pas de quoi demain est fait, donc je sais pas. Après, c'est vrai que tu vois, j'ai toujours eu cette peur en fait de me dire bon bah peut-être que l'année prochaine ça marchera plus, mais après 10 ans, quand tu vois que ça continue et limite ça augmente à chaque fois tous les ans, je crois que cette peur elle se dissipe quand même petit à petit. Donc j'ai plus trop cette peur que ça puisse s'arrêter comme ça du jour au lendemain, à moins qu'il y a un super hacker qui arrive et qui t'a détruit Instagram et YouTube, et là on est un peu tous dans la mouise, mais mais sinon, non, j'ai pas forcément une grande peur. Un échec et une leçon que tu en as retirée? Je sais pas si on peut vraiment dire un échec, parce que, alors, je pense que pour certains, ça pourrait peut-être être un échec. Tu sais, d'avoir commencé aussitôt dans l'influence et d'en être là aujourd'hui. Alors bon, j'ai 450 000 abonnés sur YouTube, 120 000 sur Instagram, c'est beaucoup. Mais pour avoir commencé à la période, il y a 10 ans, on peut voir que les filles qui ont commencé en même temps que moi, avec qui j'étais, tu vois, aux événements au tout début, elles sont aujourd'hui à plus d'1 million, enfin vraiment énorme, tu vois. Donc on pourrait dire que c'est un échec de ne pas avoir réussi à évoluer autant. Mais je crois que c'est aussi une leçon en fait parce que je suis bien contente d'être au niveau où je suis parce que je gagne très bien ma vie comme ça et au final je peux sortir dans la rue sans être reconnue donc je sais pas si on peut dire que c'est un échec, une leçon, mais je le vois peut-être comme ça. En tout cas, si ça peut être un... Enfin, tu sais, aujourd'hui, l'influence, ça fait rêver un peu tout le monde et les gens ont tous envie d'avoir des millions d'abonnés, etc. Mais c'est vraiment pas ce qui fait le bonheur, je pense. Et là, aujourd'hui, enfin, je pense que c'est important de passer ce message, tu vois, de faire vraiment comme on a envie soi et pas forcément pour la notoriété, etc. Parce qu'au final, ça apporte pas forcément que du bonheur, quoi. Tes citations préférées? Citation préférée. Ah, il y a une citation la dernière fois que j'avais repérée, je la trouvais très intéressante. Alors attends, il va falloir que je te la redonne bien. Je sais même plus de qui elle est cette citation, mais c'était il n'y a pas meilleur apprentissage que le voyage. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que c'est vrai que, enfin moi, je trouve que tu apprends tellement de choses en voyage et ne serait-ce que... Alors on peut le voir de différentes manières. Donc soit le voyage, vraiment partir à l'étranger, dans un autre pays, et du coup ça t'apprend l'humilité, ça t'apprend énormément de choses. Mais il y a aussi le voyage dans le sens le risque, tu vois. Quand tu prends des risques, bah, t'apprends forcément... t'apprends forcément plein de choses, quoi. Il y a pas, je pense qu'il n'y a jamais vraiment d'échec. Il y a des déceptions, mais il y a toujours des leçons derrière, quoi. Donc je pense que c'est des bonnes manières d'apprendre. Ouais. Tes routines pour rester bien physiquement et mentalement? J'ai du mal à garder des routines, j'avoue. Mais je crois que je suis une grande gourmande. Donc déjà, manger pour moi, c'est pour le moral, pour tout, c'est hyper important. Et après, forcément, quand tu manges beaucoup, bah, il faut faire un peu de sport. Donc c'est un peu ce que je fais. Mais après, j'ai pas forcément de routine. Ouais, j'aime bien aussi prendre du temps des fois, tu sais, pour faire des loisirs créatifs, etc. Là, par exemple, il n'y a pas longtemps, je me suis mis un peu à la poterie et c'est vrai que, tu sais, se déconnecter vraiment des réseaux sociaux parce que c'est hyper important, je pense, quand tu as la tête vraiment dans le guidon tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le week-end, si tu n'arrives pas à trouver une activité qui te déconnecte complètement de tout ça, tu pètes un câble. Et je pense que ça, en tout cas, moralement, ça m'aide beaucoup. Ouais. Tout ce qui est lire, la poterie, faire du jardinage, j'adore les plantes. Donc tout ça, ça m'aide beaucoup. Ouais. Et ma dernière question que je pose à tous mes invités, qui est ma question rituelle, quelle est ta définition du risque
est selon toi les risques nécessaires pour vivre pleinement ? n'est pas facile cette question. Quelle est ma définition du risque? C'est s'écouter, mais quand même toujours avoir un plan B. Je pense que c'est bien de prendre des risques, mais il faut quand même évaluer le risque. Mais s'écouter, c'est vraiment le plus important. Si tu penses que c'est bien pour toi, il ne faut pas écouter les autres et se dire... et se laisser influencer. Si tu penses que c'est bien pour toi, ça sera bien pour toi, et évalue quand même un petit peu les possibilités qu'il y a autour. Mais ouais, je vois ça. Et alors, c'était quoi la deuxième partie de la question, pardon ? Les risques nécessaires pour vivre pleinement. C'est ça, je pense, hein, c'est s'écouter au final. Il n'y a que comme ça où tu es en phase avec toi-même, quoi. Donc, si tu as envie de faire telle ou telle chose, voilà, je le vois avec le confinement, etc. Il y en a plein qui se disent, j'en ai marre d'être dans ma boîte, j'aimerais me mettre à mon compte, etc. Et faut savoir prendre ce risque, et c'est de cette manière que tu arriveras à t'épanouir pleinement, ouais, je pense. Merci beaucoup, Cindy. Mais je t'en prie, merci à toi, Laura. Cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura inspiré autant que moi. À très vite sur le compte Instagram lalea.media pour découvrir les coulisses du podcast, et à bientôt pour un nouvel épisode.